terminer cette série de causeries de ce dimanche 19 juin 2016, je voudrais parler, une fois de plus, et je rebondis encore une fois sur l'émission de Philippe Meyer, qui est à 11 h tous les dimanches sur France Culture, où on parlait des différents programmes pour les primaires, etc. La question, il y a deux mots qui sont très mal compris, c'est la question du communautarisme et la question de l'impérialisme, de l'empire. Or, pour moi, ces deux mots doivent être associés, indiscutablement. Il n'y a pas de communautarisme sans empire, et il n'y a pas d'empire sans communautarisme. L'empire, c'est le regroupement, le rassemblement de différentes entités. Et en ce sens-là, c'est extrêmement créateur. Vous savez que j'ai défini la création, l'acte de créer, par des nouvelles combinatoires. On essaye de faire les choses avec de nouvelles données et de nouveaux agencements. Conquérir un nouveau pays, c'est un défi au niveau de la capacité d'intégration de ce pays, de cette population, mais ça implique aussi de repenser l'ensemble du système. Ça implique un renouvellement. Ce que n'ont pas compris les Israéliens après 1967. On ne conquiert ce que n'a pas compris Hitler non plus quelque part quand il a multiplié les victoires avec tous les problèmes que ça posait au niveau des nouvelles entités qui étaient sous sa responsabilité. On ne peut pas avoir une position objective impériale et mener une politique nationaliste. C'est absurde. On ne peut pas non plus, comme dirait Emmanuel Todt, que j'aime bien, notamment dans son dernier ouvrage Je suis Charlie, qui s'appelle comme ça, mais qui dépasse très largement le problème, on ne peut pas avoir une conception jacobine. C'est ça que de l'État. Pour moi, l'État n'est pas là pour affirmer une unité qui serait aux dépens des communautés et des entités. D'abord parce que ça serait absurde. Comment peut-on réduire le masculin et le féminin, par exemple? Bon, alors donc certains diront mais si, mais si. Donc l'État, deux définitions, deux philosophies de l'État. L'une qui pour moi est la bonne, qui est celle de l'État qui doit être créatif, qui doit être capable de réinventer constamment le fonctionnement des institutions, le fonctionnement des rapports entre les différentes entités, et Dieu sait qu'il y en a énormément à toutes sortes de niveaux. Les jeunes, les vieux, les Français, les immigrés, les femmes, les hommes, etc. Telle religion, telle autre religion, etc. C'est tout un art de savoir gouverner dans ce sens. Et puis il y a l'autre État qui est là parce qu'effectivement il y a une certaine forme d'unité à faire respecter, mais il ne faut pas exagérer dans cette revendication unitaire, et c'est souvent ce qui se passe. Puisqu'on dit, on refuse. De toute façon, personne actuellement n'assume pleinement cette diversité. Personne. Aucun parti politique n'a un programme réellement communautariste et qui se défende. Je ne connais pas, pourtant j'ai beaucoup étudié à une époque la philosophie politique, je ne sais pas quels sont les auteurs qui défendent les thèses communautaristes que je propose ici, qui impliquent ce que j'appelle les rencontres ponctuelles. C'est-à-dire, premièrement, d'abord on n'est pas membre d'une seule communauté déjà, et on n'a pas le même rapport, tous les gens d'une communauté n'ont pas le même rapport à cette communauté, parce qu'ils n'y sont pas arrivés, ils ne s'y sont pas inscrits au même moment. Je vais parler tout à l'heure de ces différentes vagues d'immigration qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, mais qui finalement vont également être dans une sorte de promiscuité et de vases communicants. Je pense notamment à l'influence des nouveaux immigrants musulmans sur les anciens immigrants qui finalement reviennent
à des problématiques qu'ils avaient plus ou moins refoulées. Bon. Ce qui montre bien que ça n'est pas rien que de favoriser l'immigration, même si ceux qui passent à l'acte peuvent être des gens qui sont déjà qui sont déjà naturalisés et qui appartiennent à la communauté locale, parce que ces nouveaux immigrants peuvent agir sur le comportement de ceux qui sont déjà installés et soi-disant intégrés. Parce qu'il y a une dynamique intracommunautaire qui n'est pas du tout négligeable. Cela dit, il y a un communautarisme. Il faudrait vraiment se comprendre par communautarisme, donc là aussi il y a des connotations. Bon, tout est connoté, n'est-ce pas? Il y a un communautarisme de fait, et puis il y a un discours. Et ce discours, il ne correspond pas à la réalité, de toute façon. Et ça aussi, alors les gens sont constamment entre deux chaises. Parce qu'ils disent une chose et finalement, au fond, ils en font une autre. Ils disent qu'ils pensent comme ceci, en réalité, ils font autre chose. Moi, je pense il est absolument incontestable et inévitable d'élaborer des outils au niveau de l'État et au niveau de la langue. L'État doit respecter la diversité, doit la gérer, cette diversité, doit la réguler, doit en déterminer les modalités. Il ne s'agit pas de séparer les communautés radicalement les unes des autres, mais il ne s'agit pas non plus d'en multiplier les rencontres de manière sauvage. Bon. Comme dirait Manuel Valls, il y a une forme d'apartheid, mais que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Le mot apartheid veut dire mettre à part, veut être séparé. Il y a, le XXIe siècle sera marqué par une forme d'apartheid, mais pas au sens négatif et péjoratif que l'on a en pensant notamment à l'apartheid, puisque c'est un terme néerlandais, de l'Afrique du Sud. Et, avec les Boers, etc. Et la langue, en revanche, et là on tombe dans la notion d'empire, il y a une force centripète d'ordre linguistique qui fait que, en dépit de la diversité centrifuge, il faut une force centripète. Et c'est le rôle de la langue. Donc là, autant je suis pour le communautarisme au niveau du mode de vie, au niveau des valeurs, je ne pense pas qu'il faille que ça se fasse aux dépens d'une langue commune. Ça me paraît fondamental. Alors maintenant, la question de l'impérialisme linguistique, c'est une question qui m'intéresse énormément. On sait par exemple que la France, finalement, a fini par refouler ses patois, sa diversité linguistique, mais que les gens ne parlent pas de la même manière le français à Marseille, à Paris ou à Strasbourg, etc. Donc la langue permet une diversité. Elle permet tant et si bien une diversité que les Anglais aussi utilisent énormément de mots français, mais ils les utilisent avec des prononciations un peu particulières, avec des éléments qui leur sont propres, au niveau lexical, mais aussi au niveau morphologique, au niveau morphophonologique. Mais moi, je considère qu'ils font partie du champ de la francophonie. Donc là, il faudrait aussi s'entendre sur ce que c'est que la langue. Il ne faut pas avoir une vision trop figée de ce que c'est qu'une langue, tout comme il ne faut pas avoir une vision trop figée de ce que c'est qu'une communauté. Donc il faut dédramatiser ces expressions-là, les reformuler de manière plus souple, plus dynamique, et accepter l'idée que la langue française est particulièrement bien placée comme ciment intercommunautaire et supracommunautaire, surtout si l'on englobe le fait que aussi bien l'Allemagne que l'Angleterre, et dans une moindre mesure d'autres langues, qu'on pourrait multiplier d'ailleurs, que ça va aussi bien pour le russe, ça va pour toutes sortes d'empreintes, y compris bien entendu le cas des
de l'arabe dialectal, notamment au Maghreb. Mais là encore, les gens vont dire, ah oui, mais on ne parle pas le français. Mais si, on ne parle pas le français parce il faut avoir une vision plus ouverte de la langue. Une langue, c'est pas le fait de parler exactement la même langue. On partage des mots. Voilà, on partage des mots, on partage un lexique. Et par conséquent, une fois qu'on a le même lexique, ben on se comprend, même si la prononciation n'est pas la même. Par exemple, les touristes qui viennent à Paris et qui viennent d'endroits extrêmement divers, ils comprennent à peu près, sinon ce qui se dit, du moins ce qui s'écrit dans la rue, dans les documents, parce qu'il y a énormément de mots qui leur parlent. Donc ils sont quand même dans un terrain de connaissance. Après, ils peuvent, l'idéal à mon avis, c'est de maîtriser ce lexique et puis d'apprendre à le parler successivement à la française, à l'anglaise, à l'allemande, etc. C'est-à-dire qu'il faut ensuite, à partir de ce lexique commun, c'est une autre façon d'apprendre la langue étrangère. La priorité, c'est d'apprendre des langues étrangères qui ont des points communs avec la langue d'origine du locuteur. Ça me paraît fondamental. Il faut déjà travailler là-dessus. Il faut respecter cette notion d'impérialisme linguistique. On n'apprend pas l'anglais comme on apprend. Un Français n'apprend pas l'anglais comme il apprend le chinois ou l'hébreu. Hein. Bon. Et je rappellerai d'ailleurs entre parenthèses que le rayonnement de la langue hébraïque est infiniment plus faible dans le monde que le rayonnement de la langue française, au niveau des mots. Combien de mots d'origine hébraïque on utilise? Il y en a beaucoup plus d'origine grecque déjà, mais il y a essentiellement, si on fait le compte, tout ce qui a été retravaillé, reformulé par la langue française, par le French touch, c'est le cas de le dire, et il ne faut pas oublier que le French touch, le mot touch vient du français, hein, touche, le French touch, et il ne faut pas avoir de complexe à parler anglais, mais en ayant conscience que les mots qu'on emploie sont d'origine française. Donc je parle un français anglicisé, ou un français germanisé, mais je parle quand même le français. Et ces Anglais ou ces Allemands qui nous parlent, ils parlent aussi un français germanisé ou un français anglicisé. Voilà. Donc il faut repenser ces notions d'empire, notamment, repenser aussi la notion de laïcité, qui implique effectivement un mode de vie commun sur la place publique, un forum, mais qui finalement a ses limites. Je pense beaucoup à la société israélienne notamment, où le rôle de l'hébreu est finalement relativement restreint, et il s'est réduit de plus en plus. La plupart des immigrants russophones notamment restent souvent russophones, et vivent entre russophones, et c'est aussi vrai au niveau des francophones, etc. Donc il y a aussi ce problème d'une langue qui n'est pas impériale comme le français. Le français est une langue impériale qui a su marquer d'autres langues. L'hébreu, c'est une langue résiduelle qui n'existe pas en français, qui n'existe pas en anglais, qui n'existe pas en allemand, qui n'existe pas en russe, etc. Donc elle n'a pas vocation impériale. Or, un pays qui est un pays d'immigration est un pays impérial, ce qui à mon avis est lié, parce que l'immigration soit liée à des gens qui arrivent dans ce pays, ou que c'est parce que ce pays s'étend par ses conquêtes, ou par son influence, ça revient, ou par sa colonisation, ça revient au même, c'est le même problème d'une manière générale. Eh bien, voilà, donc un pays qui a une vocation impériale doit avoir une langue qui a une capacité de pénétration dans les autres langues, et ça, il faut bien reconnaître que le français, de ce côté-là, est particulièrement doué et voué à un rayonnement qui n'est certainement pas obsolète, mais qui, à mon avis, va devenir de plus en plus prégnant au cours du XXIe siècle, parce que c'est une langue qui a des mérites particuliers, remarquables, dont j'ai déjà parlé par ailleurs, et c'est pas par hasard d'ailleurs qu'elle a fasciné d'autres langues, mais notamment en ce qui concerne l'anglais et l'allemand, c'est parce que le français est une langue qui a aussi une dimension germanique. Et cette dimension germanique fait que le français n'a pas la même tonalité, la même musique
que des langues latines comme l'espagnol et l'italien. C'est une langue, il ne faut pas oublier que le mot France, la France, ça vient des Francs, et que les Francs, ce sont des anciens barbares qui viennent du nord de l'Europe. Bon, alors, c'est tout dire. Donc le français, c'est pas une langue latine, et quand les Allemands ou les Anglais utilisent des mots français, ils n'utilisent pas des mots latins. Ils utilisent des mots latins qui ont été repensés, retravaillés, redesignés par le français. Et le français, c'est une ressource culturelle majeure de la France qui doit avoir une dimension économique, à mon avis, qu'elle n'a pas suffisamment, et qui appartient autrement plus à la France que son sous-sol, hein, que le sous-sol, que les énergies fossiles, etc., qui ne sont absolument pas en rapport avec la culture. C'est important qu'un pays ait une richesse qui soit liée à sa culture et non pas à son sous-sol.